catastrophique. Ça, c'est un élément propre à la plateforme. Les alarmes incendie dans les chambres avaient été coupées parce qu'elles se mettaient en marche intempestivement. Et il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas été réveillées, qui n'étaient pas de quart et qui sont morts brûlés par manque d'informations de sonnerie. Et ils voulaient dormir quand ils n'étaient pas en opération. Il y a eu l'explosion. Et ensuite, le dernier point, là encore, on aurait pu échapper à la catastrophe, mais le système de fermeture du BOP n'a pas fonctionné. Donc voilà, 8 enchaînements. Enfin, il y avait une dernière chose, mais il y a d'autres questions, mais vous la réservez pour tout à l'heure, la réponse finalement un petit peu plus clairement exprimée à votre problématique de titre que vous aviez annoncé. Oui, la partie médiatique. Ce qui s'est passé, c'est que dès l'événement, dès l'accident, il y a eu une volonté affichée de la part des plus hauts responsables, du président des États-Unis, de prendre les choses en main pour que ça se passe au mieux et dans l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes, en particulier de l'environnement et puis de toute l'économie côtière, une économie côtière importante avec le tourisme, avec la pêche donc, et avec l'industrie pétrolière. Oui, ce que vous voulez dire, c'est que la médiatisation a grandi ce phénomène. C'est une catastrophe très, très importante, mais elle paraît encore plus à cause de ce caractère médiatique. Alors, il y a d'autres questions. Bon, alors essayez de ne pas en poser 3, parce que chacun, sinon... Je vais essayer de faire vite. D'abord, l'impact environnemental. Vous me semblez, d'une façon générale, le sous-estimer. Mon métier d'ingénieur de vivant et pas de pétrole. 150 000 tonnes de produits volatiles qui sont partis à l'atmosphère, ça s'appelle une pollution atmosphérique, ça ne s'appelle pas de pollution. Et ensuite, l'indicateur que vous avez utilisé vous met mal à l'aise. Bon, on a compté 11 morts humains, on ne peut quand même pas les passer sous silence, c'est une pollution très lourde. Je ne le fais jamais. Non, tout à fait. Mais par contre, quand on compte les oiseaux morts, des trucs comme ça, alors que l'essentiel du pétrole a été dispersé en mer, je pense qu'on fait un décompte très minimaliste, instantané, et qui est très loin de mesurer l'impact sur l'écosystème, et c'est probablement vrai sur beaucoup d'autres incidents industriels. C'est simplement un commentaire. Ma question tient vraiment à ce schéma-là. Je suis très méfiant des informations journalistiques, mais j'ai pu comprendre que le séquentiel des dysfonctionnements avait été étalé dans le temps, et je prends comme témoin le fait qu'on ait arrêté des alarmes incendie. Moi, ma question est, quelle est la conscience réelle que l'industrie du pétrole a du mot sécurité? Bon, alors, pour la conscience de l'industrie pétrolière sur la sécurité, la seule chose que je puisse vous dire vient de mon expérience personnelle. Et sur l'ensemble des chantiers que j'ai pu visiter dans de nombreuses compagnies majeures, pas les sécurités, sont extrêmement sérieuses et rigoureuses, y compris BP. Et donc, là encore, ce sont des choses qui relèvent de l'enchaînement de bêtises. Je vais vous dire honnêtement, j'ai la responsabilité d'un groupe d'une trentaine de personnes avec des activités de laboratoire. Et comme dans tout labo, il y a des choses dangereuses pour les hommes qui sont manipulés. Je dois faire attention, je dois circuler pour m'assurer que tout le monde porte ses équipements de protection individuelle, tout simplement parce que aujourd'hui j'ai oublié ou demain j'ai pas envie. Donc c'est une question de vigilance qui est dans les mains des responsables et les responsables seront là pour ça.
et l'industrie pétrolière est extrêmement vigilante. Et je vais vous dire autre chose. BP en particulier, le président qui a dû démissionner, le directeur général de BP qui a dû démissionner, venait de prendre les rênes de BP et avait pris des décisions très fortes en matière de sécurité environnementale. Ça faisait quelques mois qu'il était à la tête de BP et malheureusement c'est peut-être pas redescendu aussi vite que ce qu'il aurait voulu. En tous les cas, c'était quelqu'un qui était extrêmement sensible à ça et il ne faisait pas que l'afficher. Ensuite, je vous assure que je ne sous-estime pas l'impact de ce qui a été dispersé, ni de ce qui a été volatilisé. Par contre, une chose est certaine, c'est que ces composés qui ont été, qui se sont évaporés et volatilisés, ont été et dissous dans l'eau, ont été transformés rapidement par un certain nombre de mécanismes qui sont connus, typiquement la photooxydation, qui va amener à une minéralisation, la biodégradation, en particulier dans l'eau, qui amène aussi une minéralisation. Mais là encore, je ne veux pas le sous-estimer, parce que pour arriver à ces minéralisations-là, on passe par un certain nombre d'étapes. En particulier, les micro-organismes vont consommer l'oxygène, vont consommer le sulfate, donc vont créer des zones anaérobies, vont créer des zones riches en H2S qui ont des impacts environnementaux et sanitaires qui sont évidents. Mais c'est voilà, c'est pas du résiduel à long terme. Est-ce que vous avez des données sur les poissons et la pêche et le retour à la pêche après la catastrophe? C'est une excellente question. J'en ai pas à titre personnel. Là, il faudrait poser les questions à quelqu'un de l'Ifremer qui suit ça de près. Par contre, une chose très très importante, c'est que dans la région de la catastrophe, il y a un certain nombre de poissons qui déposent leurs alevins. Et il y a eu une énorme crainte que ces poissons en devenir ne disparaissent et qu'il y ait un impact majeur sur la faune alliée. Les pêcheurs canadiens, vers l'automne, récupèrent ces poissons dans leur filet, et ils avaient des poissons dans leur filet. Depuis, on n'a aucun feedback sur une catastrophe majeure sur les poissons. Question ? Oui, bonsoir. Donc, si je comprends bien, on est sur une plateforme qui est la propriété de Transocean. On a un cimentage qui est réalisé par Liberton, des relevés de pression par Schlumberger, avec une valve défectueuse qui a été vendue par Cameron il y a une dizaine d'années. Moi, admettons, je trouve du pétrole dans mon jardin, disons en Arctique, dans une zone particulièrement sensible d'un point de vue environnemental. Je lance un appel d'offres, j'ai une de ces majeures pétrolières qui se présente et qui remporte l'appel d'offres. Moi, ma question, c'est quels signaux je peux utiliser comme garantie que cet opérateur va effectuer un contrôle important sur ses sous-traitants, puisque de toute évidence, BP sur cette plateforme, il n'y était pas franchement. Le responsable de la plateforme, c'est quelqu'un de BP. D'accord, mais les opérations sont réalisées par une multitude de sous-traitants. Donc voilà, ma question, moi, c'est où sont les signaux qu'une majeure pétrolière est capable d'exercer un contrôle important sur ses sous-traitants, sur ces sujets-là? Sur la production, sur du raffinage, sur du transport. Vous regardez tout ça et vous verrez que certains ont des statistiques meilleures que d'autres. Autre question ?
Oui, je voudrais rebondir sur ce que avait dit monsieur. Dans les 8 causes que vous avez énumérées, il manque une importante. C'est en fait le problème du management. Parce qu'il y a une antagonie importante entre l'homme bébé qui était sur la plateforme et les contracteurs qui étaient là. Ils ne parlaient pas le même langage. Bébé voulait finir cette vie le plus vite possible. Ils ont même déchargé les bouts lourds ailleurs. Ils n'avaient plus de bouts lourds pour contrepenser la pression. Pourquoi vous ne la mentionnez pas? Parce que je pense que le problème le plus important, c'est le problème du management. Les autres, c'est pas de la fatalité, il y a des choses qui s'engagent, il y a eu des choses qui étaient mauvaises, mais le problème le plus important, c'est la relation entre bébé et ses sous-contractés. Certainement. Et dans la tête du responsable BP, le forage était terminé. Hein. Ils étaient déjà, parce qu'une grande partie du personnel était déjà parti. Oui. Donc ça, c'était juste pour rebondir sur ce que disait monsieur. Et comme on est dans les jeudis de l'environnement, je voulais poser une question supplémentaire dont vous n'avez pas du tout parlé. Les dispersants qui ont été mis dans l'eau, Oui, absolument. est-ce que c'est pas plus grave que le pétrole, qui est un pétrole léger, qui est un pétrole autre que celui de l'Erika, qui n'est pas, je ne dis pas que ce n'est pas une pollution, il y a directement des animaux, des poissons qui sont englués dedans, mais ils se dispersent naturellement, relativement vite par l'évaporation. La biodégradation le mange très vite. Ces dispersants qui ont été mis par tonnes, combien de kilos de tonnes ont été mis là-dedans, et qu'est-ce qu'ils ont comme action sur l'environnement, sur les bêtes, sur les poissons qui sont dans l'eau, les alevins que vous avez cités, est-ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui maltraités par ces produits chimiques? C'est une excellente question. Que tout le monde s'est posé et que tout le monde se pose en permanence dans le contexte de est-ce qu'on doit utiliser un dispersant ou pas. Et les dispersants, c'est quoi un dispersant? C'est quelque chose qui est à la fois soluble dans l'huile, soluble dans l'eau et qui va permettre de baisser la tension interfaciale de l'huile pour augmenter sa solubilité dans l'eau. En réalité, les dispersants et les formulations qui ont été utilisées sont des choses qui sont dégradables à 99, quelque chose %. Sauf que, à nouveau, et là je ne veux vraiment pas diminuer l'impact, quand c'est dégradé, ça consomme l'oxygène, ça consomme le sulfate, ça fait de l'anaérobie, ça fait de la glycose. Donc ça pose des problèmes secondaires. Est-ce que c'est pire que le mal? Est-ce que le remède est pire que le mal? Je ne sais pas. Et je crois que personne n'est capable de le dire, même si je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de dispersants qui Combien de tonnes? Oh, j'ai le chiffre quelque part, je peux vous le ressortir. Il est dans mon ordinateur. C'est énorme. C'est très fort. Je l'ai pas en tête. Bon, madame? Bonsoir. J'aurais voulu aborder le point sur la communication, sur les impacts sanitaires humains. Oui. Parce qu'on parle, il y a toutes les personnes qui sont intervenues, qui ont été en contact avec la pollution en elle-même, ou avec les dispersants, mais il y a aussi toutes les conséquences, que ce soit sur les pollutions littorales, ou encore, ce qu'on sait un peu moins, c'est-à-dire les produits chimiques, pétroliers, dérivés, dispersants ou autres, qui sont absorbés par les poissons, qui ensuite sont absorbés par les humains, et toute la chaîne, et les conséquences sanitaires humaines de ces déversements pétroliers. Alors, vous avez vu, j'ai passé assez rapidement, mais il y a une photo qui est assez symptomatique du comportement des gens face à une pollution. Une photo de deux mains pleines d'huile. Il y a quelqu'un qui n'a pas eu de meilleure idée que de tremper ses mains dans l'huile pour montrer qu'il y avait de l'huile. Bon. Et il y a quelqu'un qui a pris la photo et
votre serviteur qui n'a rien trouvé de mieux que d'utiliser cette photo. Mais je l'ai prise en particulier pour ce genre de débat. Les gens vont vers les pollutions parfois de façon non informée. Et c'est pour ça que ceux qui sont intervenus officiellement, donc payés par BP, qui sont devenus temporairement des salariés BP, et sous la responsabilité de BP, ont été formés, ont eu des équipements de protection. Maintenant, je voudrais vous donner une anecdote d'une collègue vétérinaire au moment de l'Erika. Ils étaient à Nantes et ils récupéraient des oiseaux mazoutés qui étaient en état de choc. C'était l'hiver, il faisait froid, il tremblait, des manchots. Et donc, pour les nettoyer, avec des solvants le plus possible, ils les gardaient au chaud et ils ne les mettaient pas sous une hotte parce que ça contribuait au choc. Donc, et ils ne mettaient pas de gants non plus pour pouvoir avoir un meilleur contact. Donc, ces vétérinaires se sont exposés de façon incroyable au fioul de l'Erika pour protéger les oiseaux. Donc il y a cette action volontaire, il y a l'action involontaire. L'entrée dans la chaîne alimentaire, l'accumulation. C'est évident que ce sont des choses qui arrivent. C'est pour ça qu'il ne faut pas que des maladies noires se produisent. Il n'y a pas de doute. On n'est pas dans une situation de gestion de crise, comme c'est au moment où un puits est en éruption. On cherche à réduire, à minimiser les impacts autant que faire se peut. Et avec les meilleurs outils disponibles. Et on peut faire des erreurs. Mais je ne sais pas si c'était une erreur d'utiliser des dispersants. C'est pas ça que je voulais dire. Est-ce qu'on connaît l'impact? Il y a des études qui sont en cours et qui vont durer pendant 10-20 ans sur les animaux, sur les écosystèmes complets, sur les êtres humains, bien sûr. Et ça, c'est fait également, par exemple, en France, à la suite des grandes marées noires. Ça, c'est des études qui le verront au cours du temps. Question? Oui, bonsoir. Moi j'ai deux questions à poser. Une, c'est pour avoir confirmation ou infirmation de quelque chose que j'ai entendu. Vous avez parlé parmi les enjeux qu'il y avait le tourisme, la pêche, l'environnement, etc. On m'a dit qu'il y avait un enjeu majeur concernant la navigation commerciale.